Oui, non. Non, là, je Et à côté de la place Clichy, rue Bio. Non, il y a... n'ai pas du tout fréquenté cet endroit. Non, D'accord. non, non. Et c'était pas encore un institut national à ce moment-là, c'était un département de formation. Il ne savait pas le statut que ça a eu après, parce que c'est devenu un organisme à part entière, D'accord. un institut à part entière. Donc là, stage à Lyon, enfin stage, affectation à Lyon, vous y restez combien de temps à peu près? 2 ans. 2 ans. Et là, hop, autre chose. Alors après, oui, je suis reparti à Paris. Hmm. Donc à Paris, j'étais responsable d'un centre de formation et de documentation. Donc sur la partie formation, j'ai surtout formé de gros bataillons de contrôleurs, parce qu'il y avait un gros recrutement à l'époque. Hmm. Puis il y avait aussi quelques stages de perfectionnement, en particulier pour les catégories C, puisque les centres interrégionaux de formation se sont plutôt spécialisés dans les catégories C pour les formations de perfectionnement, puisque en général les catégories C répugnaient un petit peu aller à Lyon. Donc on a plutôt fait des formations régionales. D'accord. Donc le CIF Paris, il était où? Alors le CIF Paris était rue de la Mouzaïa. Ah oui. Donc là, j'ai essayé d'améliorer un petit peu les formations, en particulier dans le domaine de l'emploi des moyens audiovisuels, parce que c'était essayer d'améliorer un petit peu ça, puis de faire en sorte que les intervenants puissent également se réunir par matière pour discuter des formations, parce que bon, je faisais des bilans, j'essayais de faire des bilans assez approfondis. Et après, je faisais venir les intervenants pour leur dire, voilà, le bilan c'est ça, donc sur tel ou tel point, ça n'a pas l'air d'aller, donc est-ce qu'on pourrait rectifier un petit peu? Donc on essayait de travailler vraiment en fonction des besoins, hein, en fonction du ressenti des personnes. Voilà, puis alors il y avait également la documentation. Donc là, à l'époque, on a lancé la Gazette sociale d'Île-de-France. Je crois que ça existe encore. Enfin, ça a Enfin, il y duré a assez quelque chose longtemps. de régional. Ça s'appelle Direct et ça parle d'économie Ah. et de... D'accord. Enfin bon. Bon, voilà. La Gazette sociale, pour la faire fonctionner, j'avais demandé à mon directeur régional, M. Chetputy, de recruter un contractuel de très bon niveau. Donc à l'époque, je suivais un séminaire avec le professeur Lioncan. Et il y avait Philippe Lointier qui était également dans ce séminaire et qui a accepté de venir. Mais alors, comme on pouvait le payer qu'en contractuel troisième catégorie, il travaillait 30 heures en étant payé 40. Donc ça lui permettait de continuer à faire son DEA avec le professeur Lioncan. Et en même temps, c'était un excellent juriste. Et il nous a aidés au moment des lois Auroux à approfondir un peu ce qu'étaient les lois Auroux. En particulier, il a travaillé sur les travaux parlementaires pour essayer de préciser un certain nombre de notions sur les lois Auroux. Donc c'était une revue qui avait pour objectif d'aider quand même les services, d'aider les inspecteurs du travail en particulier. Et on publiait aussi les jugements qui pouvaient nous intéresser. Il y avait un petit peu de doctrine aussi. Mais on avait des moyens qui étaient relativement faibles. Hein. C'était René Auté. On en sortait, je crois, à peu près une tous les 2 mois. On était soutenu par le directeur régional. Et je pense que la revue c'est assez bien implanté. Ça répondait quand même à un besoin. Voilà. Et après, ça a continué, ça s'est amélioré. C'est sorti sous une forme beaucoup plus moderne. En couleur. En couleur. Voilà. Je ne sais pas si j'ai encore. J'ai plus la collection, mais les premiers numéros, il y a même eu un numéro 0. Au début, j'avais même fait un peu d'humour dedans. Il y avait quelques bandes dessinées, puis ça a été critiqué par certains directeurs du travail qui ont trouvé que c'était pas le lieu, donc on a arrêté. Qui est-ce qui a dessiné ça? Qui est-ce qui dessinait? Oui. Ah ben, je connaissais quelqu'un qui faisait des bandes dessinées sur les exploits de l'inspection du travail, qui
quelques bandes dessinées qui étaient assez drôles. On en avait publié quelques-unes. D'accord. C'était quelqu'un d'extérieur? Quelqu'un d'extérieur. Ah oui. Bon, bah écoutez, s'il y a des bandes dessinées sur l'inspection, moi ça m'intéresse. Si ça vous intéresse, je pourrais vous en donner quelques copies. Oui, bien sûr. La collection complète même. Ah bah, on la mettra sur le site. Non, parce qu'il y avait un dessinateur qui était, je n'ai plus le nom, qui est dédé maintenant, d'été à Nîmes, Ramakers, qui dessinait pour l'inspection du travail. Bon, alors vous avez connu la période de Villermé? Non? Oui. Oui. Oui, j'ai jamais été très actif dans Villermé. C'est créé en 81. Oui. Bon, j'en ai fait partie, mais j'étais pas très actif. D'accord. Puis j'étais plus vraiment à l'inspection à ce moment-là. Oui, oui. Une fois, je connaissais les gens qui en faisaient partie. On avait pas mal d'intervenants d'ailleurs en formation qui faisaient partie de l'association Villermé. Donc l'air au Brie, vous pouvez m'en parler? En tant que DGT, non, pas trop. DRT, pardon. L'air au Brie. Ou 80. Oui, l'air au Brie, c'est les lois aux roues. C'est les lois aux roues. Puis après, moi, je l'ai eu comme ministre quand j'étais directeur du travail. Donc je crois que c'est bon. Je ne vais pas redire ce que tout le monde sait, mais bon, Madame Aubry a quand même un pedigree qui fait que, question de travail, elle était quand même très formée et très intéressée par son père. Et puis, elle a essayé quand même de faire des lois qui faisaient avancer le droit social en particulier. Ce qui concerne l'expression des salariés, les institutions représentatives du personnel. Donc c'était une période intéressante. Bon, après, je l'ai eu comme ministre quand j'étais directeur du travail. Donc, je ne vais pas dire des choses très particulières. Bon. Alors ce qui me frappe à chaque fois que j'interviewe les gens de votre génération, c'est qu'ils ne savent plus du tout ce qui se passe à l'inspection, et ils ne savent plus du tout ce que enfin, alors je ne sais pas si c'est un désintérêt, je crois pas, je ne crois pas que ce soit ça, mais complètement lâché par tout ce qui peut s'y passer, quoi. Et toutes les difficultés qu'on en rencontre aujourd'hui, parce que ça serait quand même, de mon point de vue, intéressant que les vieux inspecteurs du travail, enfin qui ne l'ont plus été après parce qu'ils se sont montés dans la hiérarchie, quand ils voient un projet qui atteint à l'indépendance, qui réduit le code du travail à des dérogations, etc., il n'y ait pas de réaction de ces anciens qui ont des choses à dire, même si le monde du travail a changé, même si le code du travail a changé, même si l'administration a changé, qu'il n'y ait pas ce type de réaction. Alors l'autre sujet aussi, c'est sur le malaise de l'inspection du travail. Est-ce qu'à votre époque, on parlait déjà du blues de l'inspection du travail, du malaise de l'inspection du travail, de la crise de l'inspection du travail? Parce que, si vous voulez, ça a l'air d'être quelque chose, de mon point de vue, chaque génération dit que maintenant c'est la crise, alors que j'ai l'impression que pour vous faire un panorama historique depuis 45, entre 45 et 68, l'inspection du travail était en train de se casser largement la figure. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de recrutement, sauf en 45-46, il y avait plus pour les concours, il y avait plus de postes que de candidats dans les années 55, 60, et c'est 68 qui a
enfin à partir de 65-68, qui a commencé à renverser la vapeur, mais c'était une administration un peu moribonde, quoi. Il y avait principalement 300 inspecteurs, 200 contrôleurs dans les années 60, et puis c'était une administration qui vivotait. Donc il y a le livre blanc du SNITMO de 67 qui montre bien ce malaise entre... il y en a qui voudraient qu'on fasse du contrôle et qu'on fasse de la contrainte, alors que nous, on est plutôt pour le conseil, la conciliation. Ça montre bien la crise de cet institut, enfin la crise de cette institution. Le malaise dans cette institution. Alors, est-ce que vous pensez que... Je me rappelle d'un collègue qui disait en 82, mais l'inspection du travail est morte. D'autres collègues, et entre autres ceux qui étaient Villermis, quand ce gars a supprimé le contrôle des licenciements économiques, qui ont dit il n'y a plus d'inspection, c'est fini, quoi. Et puis l'inspection a continué, pas avec les mêmes missions. Et voilà. Donc. Oui, je crois que. Enfin, je voudrais peut-être revenir un peu en arrière, enfin, sur ma carrière, moi, de directeur du travail, pour répondre à votre question un peu indirectement. Moi, j'appartiens à une génération charnière, c'est-à-dire que j'ai connu les grandes directions du travail, qui maintenant n'existent plus. Madame Aubry, je ne sais plus en quelle année, ça doit être les années 90, elle a voulu qu'on s'appelle Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Elle a rajouté formation professionnelle. Et j'ai trouvé ça très important, parce que je pense qu'une direction du travail, ce n'est pas que l'inspection du travail. La direction du travail, elle embrasse des missions très diverses. Et qui, du temps, moi, où j'ai eu mon premier poste de directeur du travail, dans le Cantal, j'ai beaucoup apprécié, on travaillait vraiment sur l'ensemble de ces secteurs. Et à l'époque, en province, je crois qu'on n'a pas du tout, on ne se rend pas compte à Paris de ça. Dans les directions départementales du travail de province, les inspecteurs du travail ne répugnaient pas du tout aux questions d'emploi, de formation professionnelle. Alors, c'est vrai que dans le Cantal, j'avais 25 agents. Une inspectrice du travail, 6 contrôleurs du travail qui étaient chacun responsables d'une partie. Il y en avait un qui s'occupait de la cotorep, il y en avait un autre qui s'occupait de l'emploi. Mais quand on avait des réunions de conjoncture, une fois par mois, on avait présent des gens de l'ANPE, à l'époque, pour l'emploi maintenant, des gens de l'AFPA, et on avait également des inspecteurs du travail. Et je me souviens en particulier quand j'étais à Avignon, les inspecteurs du travail parlaient de la situation des entreprises, devant les gens de la NPE et parfois devant des gens de la Chambre de commerce. Et ça les intéressait beaucoup, il y avait des échanges d'informations. Et on arrivait finalement à... Il n'y avait pas cette impression que j'ai ressentie après, surtout à Paris, où c'était très fort, où il y avait presque un certain mépris. Le mot est fort, mais je crois qu'il n'est pas trop fort. Il y avait un certain mépris des gens de l'inspection du travail pour les gens qui faisaient de l'emploi et de la formation. Parce qu'il y avait la partie noble, nous l'inspection, on fait la partie noble, et puis les autres, c'est un peu des gens qui font un emploi sans sanction, qui donnent des aides un peu n'importe comment. Et je me suis trouvé, quand je suis arrivé dans les Yvelines, à gérer un projet de service que je n'avais pas initié. C'était avec Claude Triomphe à l'époque. Et on a fait un projet qui s'appelait projet 50 entreprises.
Et dans ces entreprises, on a contrôlé à la fois les questions d'inspection du travail et les conventions d'emploi, l'apprentissage, les contrats de qualification. On prévenait les entreprises, parce que c'était des contrôles un peu particuliers, donc on leur disait, on vient, on va tout contrôler. Et on a contrôlé des conventions de retraite, et parfois il y a eu des pénalités, parce que les conventions n'étaient pas respectées, et les inspecteurs du travail se sont rendus compte que finalement, les pénalités pour les conventions étaient même plus importantes que souvent les pénalités qu'ils avaient suite à des procès-verbaux. Et il y a eu en plus un rapprochement entre, par exemple, ceux qui s'occupaient des contrats de qualif, contrats de qualification, contrats d'apprentissage, et les gens de l'inspection. Et après, quand ils faisaient des contrôles, ils se voyaient et ça se complétait. Il y avait une espèce d'intégration, ça se complétait. Alors, quand je suis arrivé à Paris, j'ai voulu mettre en place au début un séminaire pour essayer de faire en sorte que les gens ressentent un peu ce que faisaient les autres. Mon objectif, c'était qu'il y ait un rapprochement. En fait, là, j'ai complètement échoué. Alors vraiment complètement, ça a été l'inverse. Les gens de l'emploi et de la formation se sont sentis méprisés par les gens de l'inspection. Plutôt que de les rapprocher, ça les a encore, en quelque sorte, divisés. Donc je pense que à l'époque, bon, maintenant, de toute façon, ça n'a plus de sens de vouloir s'occuper de ce genre de questions, puisqu'on a perdu pratiquement toutes les fonctions d'emploi de formation qui ont été données aux conseils généraux, aux conseils régionaux. Et maintenant, les unités territoriales ne s'occupent plus que de l'inspection du travail. Bon. Et il y a un directeur régional maintenant qui est peut-être quelqu'un qui n'est pas de l'inspection. Bon, donc moi j'ai connu la charnière, j'ai connu le moment où ça a commencé à changer, mais j'ai été dans les grandes directions du travail qui s'occupaient de l'ensemble de ces questions. Et moi j'ai été passionné par tout autant par ce travail, enfin je parle de mes 2 premiers postes, que par le travail d'inspecteur du travail. Je trouvais que c'était très intéressant. Parce qu'on avait à l'époque aussi une ligne promotion de l'emploi qui nous permettait de lancer des actions qui nous paraissaient utiles dans le département où on était. Et là, on avait quand même une possibilité d'initiative qui était intéressante. Donc, moi, j'ai apprécié les départements où on a pu travailler ensemble. On a pu avoir des directions du travail qui étaient réunifiées. Bon, j'ai connu ça surtout, j'ai connu ça dans le Cantal, j'ai connu ça à Avignon. Et ça, c'est à partir de... À Versailles aussi, dans les Yvelines aussi. C'est à partir du concours exceptionnel des contrôleurs en inspecteurs où on a créé 350 postes hors section, ou c'était déjà avant. Vous vous rappelez ce concours en 4 ans exceptionnel suite au mouvement des contrôleurs du travail à partir de 85-86, et en 91 commence le concours exceptionnel en 4 années, et qui seront des inspecteurs non inspectants, comme ils disent. Ouais. Vous vous rappelez, inspecteur hors section. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, un inspecteur du travail, sauf exception, il était en section, quoi. Ouais, j'ai pas trop connu ça, en fait, parce que... Mais 91, vous étiez où, là? Mon premier poste... en 91, j'étais à Avignon. D'accord. J'étais à Avignon de 91 à 95. Après, j'ai été dans les Yvelines de 95 à 99. Et puis, j'ai été à Paris de 1999 à 2007. Je suis resté 5 ans plus 3 ans de prolongation parce que j'arrivais à l'âge de la retraite. Voilà. Et, ça fait 9 ans que vous êtes à la retraite. Pardon? Ça fait 9 ans que vous êtes à la retraite, 8 ans. Non, parce que après j'ai été... oui, vous êtes parti ailleurs. J'ai été à la délégation interministérielle à l'orientation. Et en fait, j'ai pris ma retraite en 2010 à 65 ans. Donc ça fait quand même, presque 7 ans que je suis à la retraite. Oui, et
En fait, mes 3 premiers postes de directeur du travail, euh, je pense que j'ai connu quand même cette unité entre les services. Et dans les Yvelines, elle s'est créée grâce à l'Action qui est entreprise. Parce qu'avant, je pense que c'était... Avant, les inspecteurs étaient très contrôleurs, c'était bon, inspection, inspection. Et après qu'il y a eu cette action, je crois qu'il y a eu quand même un changement important. Non, mais c'est parce qu'il y a eu des inspecteurs hors section. 91, 95, 94, pardon. 91, 94, il y a 350 à 400 inspecteurs qui sont hors section. Et c'est à ce moment-là où on dit, quand vous voudrez être directeur départemental, il faudra avoir fait de l'emploi et du travail. Vous ne vous rappelez pas de cette mode? Si. Et il ne peut pas y avoir de bon inspecteur à l'emploi s'il n'a pas fait de section. Enfin, il y avait tout un discours dans oui, il y avait quelques inspecteurs hors section, c'est vrai. Oui. Bah, oui, il devait y en avoir 3 ou 4 au moins sur les Yvelines, par exemple. Oui, il y en avait quelques-uns. C'était les ex-contrôleurs, théoriquement, c'était les ex-contrôleurs chefs de service de l'emploi qui étaient promus inspecteurs. Oui, ils pouvaient avoir le grade d'inspecteur tout en restant dans l'emploi ou dans la formation professionnelle. Mais en général, quand même, on les poussait un peu à aller à l'inspection. Ah non, ce concours exceptionnel de 91-94, ce n'est que des hors-sections. Oui, j'en ai eu quelques-uns. C'est vrai, c'est pas quelque chose auquel je me souviens très très bien. Parce qu'il n'y avait pas d'attaché. Mais disons que c'était des bons. Enfin, pendant un moment, il y avait le grade de chef de centre. Les chefs de centre, c'était des contrôleurs qui avaient une grosse ancienneté, qui en général, ils avaient un secteur assez important dans le domaine de l'emploi ou de la formation professionnelle. Et après, on a donné ça plutôt, c'est vrai, à des inspecteurs hors section. C'est parfois ces mêmes chefs de centre qui sont devenus inspecteurs hors section. Oui. C'était éventuellement une antichambre pour après devenir directeur adjoint. Certains. Ouais. Voilà, alors pour répondre à votre question, moi j'ai toujours en fait des informations sur l'inspection du travail parce que je fais un peu d'associatif en ce moment et il y a une personne qui est une secrétaire de l'inspection du travail que je rencontre de temps en temps. Et donc elle me dit ce qui se passe un peu dans les services. En général, je l'interroge avec une certaine curiosité parce que ça m'intéresse de savoir comment ça évolue. Je pense qu'effectivement, cette suppression progressive du grade de contrôleur du travail pour un seul grade d'inspecteur du travail, ça se fait par des choix. Et ces choix, si j'ai bien compris, sont un peu remis en question par les organisations syndicales en particulier qui disent qu'on ne comprend pas très bien les critères sur lesquels les gens sont choisis. Oui, non, mais si vous voulez, c'est assez curieux parce que c'est un concours qui ne disait pas son nom, mais maintenant il l'aurait intitulé concours, sur une seule épreuve orale. Donc, l'inspection du travail, c'est quand même l'écrit. Enfin, et donc, une seule épreuve orale où vous expliquez votre parcours professionnel et votre motivation pour devenir inspecteur. Enfin, c'est du... Il n'y a pas d'écrit. Quoi. Non, il n'y a pas d'écrit. Mais c'est pas pour être plus sélectif, c'est pour dire que c'est un entretien. Vous faites un dossier sur votre carrière. Alors j'ai été gérant d'un franchisé, enfin n'importe quoi, parce que ça arrive. Après je suis devenu contrôleur, j'ai fait ceci, ça m'intéressait beaucoup, et maintenant je veux me motiver par le concours d'inspecteur du travail. Les gens se vendent, quoi. Bon. Est-ce qu'on a fait le tour? C'est à vous de voir. Je ne sais pas si j'ai tout dit ce que je viens de dire. Enfin bon, je crois qu'on a fait l'essentiel. Bon, ça vous a obligé à réfléchir quand même, enfin à vous remémorer.
à vous replonger dans des... Oui, ça vous intéresse peut-être pas, mais il y a un point aussi qui, pour moi, qui m'a paru intéressant, c'est notre rôle en matière de formation professionnelle en tant que directeur du travail. Parce que ce que j'ai toujours essayé de faire, c'est de faire des choses que je pouvais contrôler et qui servaient à quelque chose. Et sur la formation des demandeurs d'emploi, on avait quand même des budgets qui étaient relativement conséquents. Ça m'a beaucoup intéressé de réfléchir à la manière de s'y prendre et de travailler de manière plus individualisée. Et j'ai commencé, enfin ça c'était dans le poste du Vaucluse, à essayer de mutualiser des crédits différents pour pouvoir parvenir à ce que on ait au départ, pour les demandeurs d'emploi qu'on faisait rentrer en formation, un bilan. Et qu'on voit à partir de là quels étaient leurs besoins et qu'on leur construise des parcours plus individualisés. Et qu'on contrôle en cours de formation, vous voulez, les résultats de cette formation qu'ils entreprenaient par étapes pour arriver, si possible, à l'emploi ou à une formation qualifiante. Et donc là, j'étais assez heureux de réussir dans ces postes à pouvoir mettre en place un dispositif qui mutualisait à la fois les crédits de l'État, de la région, de la GFIP et parfois aussi les crédits du RMI, du RSA. Et pour que les gens qui mutualisaient leurs crédits puissent se rendre compte des résultats, on avait un petit comité interinstitutionnel et on avait un organisme qui était chargé de gérer les parcours et qui à chaque fois rendait compte du résultat pour chaque personne. Donc ça demandait un travail de contrôle qui était relativement astreignant, que j'avais confié à l'AFPA. Bon, j'ai réussi à refaire ça dans les Yvelines aussi, dans quelques secteurs. Et ça m'a intéressé parce que ça permettait quand même de donner un sens, donner du sens à ce travail. Parce que on dit souvent les stages, c'est des stages parking, ça ne sert à rien, etc. Or, en fait, on peut quand même bâtir des parcours qui servent à quelque chose. Mais pour ça, il faut réunir plus de crédits, il faut mettre en place des dispositifs, des bilans de départ, des bilans intermédiaires, et puis contrôler ce qui se passe également à la sortie, en termes de résultats. Donc ça m'a beaucoup intéressé de le reproduire, parce que je l'avais fait à Avignon, et j'ai pu le reproduire quand j'étais aussi dans les Yvelines. Et je travaillais aussi avec la DAS d'ailleurs, parce que la DAS avait des prestations spécifiques pour certains publics en difficulté, et donc ça permettait aussi d'utiliser ces dispositifs au profit de ces parcours de formation. Et ça, c'est quelque chose dont je suis assez fier, parce que je pense que ça a donné des résultats intéressants. Et ça a permis à des gens de travailler ensemble et puis vraiment de pouvoir contrôler et vérifier. Vous avez pu mesurer l'impact sur l'emploi? Oui, oui, parce qu'on avait en fait les résultats en termes de placement. Le placement n'était pas l'unique objectif, parce que parfois il y avait des publics qui étaient très loin en termes de formation, et qui pouvaient ensuite rentrer dans des formations qualifiantes et sur des métiers à déboucher. D'accord. Mais alors maintenant, tout ça, c'est la NPE, enfin le Pôle emploi. Et encore. Pôle emploi, oui. Et encore, je ne sais pas si c'est tout ça. Ah, c'est pas la même chose. Non, parce que je pense que le conseil régional fait de son côté, etc. Il n'y a pas de coordination du tout, je pense. Oui, parce que là on était quand même les chefs d'orchestre. Dès DTEFP, normalement, ça nous obligeait à être un peu les chefs d'orchestre de cette formation. Là, vous étiez au centre, quoi. Ouais. Oui, puis alors ça nous obligeait à travailler avec... enfin, c'est d'ailleurs très bien. On travaillait à la fois avec les conseils généraux,
avec la région, avec la GFIP. À ce moment-là, ces organismes, enfin ces institutions n'avaient pas beaucoup de crédit. C'était vous qui les aviez. Oui, mais enfin, le conseil régional avait un Oui, peu de crédit aussi. oui. Et puis le RSA, ils avaient quand même aussi des crédits. Ouais. Ouais, je dis une bêtise. Souvent, ils avaient du mal à utiliser. Donc, permettait de les utiliser intelligemment. Et alors, sur Paris, c'est trop gros, entre guillemets. Paris, c'est un autre métier à Paris. À Paris, d'une part, les entreprises, elles ont des ministères aussi. Donc, Coucou. Alors, Paris, ce qui était intéressant, c'était ce qu'on pouvait faire avec la ville de Paris, parce qu'il y avait quand même des crédits importants pour le RMI. Donc, on mettait quand même en place des formations avec eux. On travaillait avec la ville de Paris, quand même, de manière assez étroite. Mais Paris, c'est pas le même travail. C'est pas le même travail. C'est trop gros. C'est Paris. C'est Paris. Donc à Paris, vous avez un directeur du travail, et puis vous avez un directeur du travail qui est chargé du travail, un autre qui est chargé de l'emploi, un autre qui est chargé des questions administratives. Donc c'est une autre échelle. Dans le terme de l'emploi-formation, c'est finalement pas très très différent de ce qui se passait dans les autres départements, sinon que on travaille quand même avec des grosses entités. Travailler avec la ville de Paris, c'est quand même autre chose que de travailler avec un petit conseil général. Donc ça demande beaucoup de réunions. Le préfet est beaucoup plus présent aussi parce qu'en général, il est très, très en contact avec la ville de Paris, le préfet de Paris. Donc c'est un travail qui est beaucoup plus centralisé d'une certaine manière, et où la préfecture a un rôle plus important. Les services de l'action économique de la préfecture sont très présents aussi. Je ne sais pas comment c'est maintenant, enfin, de longtemps. Donc, on travaillait vraiment avec la préfecture et avec la ville de Paris. Voilà. Enfin, l'inspection à Paris aussi, c'est énorme. Il y a ces secteurs. Quand vous dites énorme, vous pensez ingérable? Bon, ce que j'ai fait à Paris, c'est finalement essayer de redécouper les sections. Donc on a fait un redécoupage de sections. On a rajouté quand même quelques sections à l'époque, on a pu quand même avoir quelques sections supplémentaires. C'était un gros travail, ce redécoupage. Ça n'a pas toujours été facile, parce qu'il y avait des résistances. Mais finalement, je pense qu'on a quand même réussi à un petit peu mieux répartir les salariés dans les sections. Je crois que ce n'était pas inutile. Et alors, en tant que directeur départemental dans 4 départements, vous avez, par rapport à la mission travail, vous avez senti des pressions sur vous pour pressionner sur les inspecteurs du travail ou les inspectrices du travail? Vous avez senti ça? Des pressions indues, comme on dit dans la convention OIT, des pressions politiques. Vous avez toujours Enfin, moi, il m'est arrivé d'avoir des directeurs, bien entendu, qui viennent vous voir, qui ne sont pas d'accord avec ce que fait un inspecteur du travail. Ça arrive, surtout quand vous avez quand vous contrôlez l'Opéra de Paris, par exemple. C'est pas facile, l'Opéra de Paris, parce que vous avez des questions d'hygiène, sécurité importantes. Et puis si vous voulez vraiment les faire respecter, parfois vous mettez en cause le déroulement des spectacles. Donc il faut agir à la fois avec fermeté, mais aussi se rendre compte des conditions. Et parfois, il y a ça peut provoquer certaines incompréhensions de la part des instances, des hautes instances. Mais bon, il faut résister. Quand l'inspecteur du travail a vraiment des motifs pour des questions d'hygiène sécurité, vous ne pouvez pas contrecarrer son action. En général, les inspecteurs du travail, d'ailleurs, se rendent compte
de la manière dont ils doivent agir. Bon, puis à Paris, on avait des inspecteurs du travail qui étaient très spécialisés aussi dans certains domaines. Madame Catala, dans le domaine de l'amiante. Bon, elle a même travaillé avec la préfecture sur ces questions à un certain moment. Oui. Bah oui. Et finalement, les pressions, moi, j'en ai pas tant connu que ça. Non, non, mais... J'en ai pas tant connu que ça. Mais l'Opéra de Paris, si vous voulez, ça a continué. Hein. C'est-à-dire que le DRH de l'Opéra de Paris, c'est un conseiller d'État. Un détachement, ouais. Donc il a des accointances avec le DGT. Ouais. Et donc, la collègue, il n'y a pas très longtemps, a écrit sur le fait que les enfants de moins de, je sais plus, 10 ans, 13 ans, je sais plus, n'avaient pas travaillé le dimanche, vous ne pouvez pas avoir 14 heures de repos après la représentation, avant de recommencer le rythme scolaire. Ben, c'est fait ramasser par le DGT. Alors c'est passé par le DGT, c'est pas passé par le DD. Le DD, il a compté les points. Oui, puis à Paris, tout prend des en proportion. Quand il y a eu le licenciement à la Samaritaine, ça a été une affaire très importante aussi. Mais là, vous étiez, à la limite, vous n'étiez pas concerné, ça vous passait au-dessus, là. On a reçu avec l'inspecteur du travail Si, il y a eu aussi un refus de licenciement. Il y a un constat de carence qui a été fait pour une très grosse entreprise, là, par l'inspecteur du travail. Le nom de l'entreprise m'échappe. Et après, ils ont nommé un nouveau responsable des relations humaines qui a refait le plan social. Bon, il y a eu des affaires qui étaient relativement politisées, mais où l'inspection du travail a quand même obtenu un certain nombre de résultats dans le licenciement économique. C'est quand même, ça a tout de suite une résonance énorme dès que ça se passe, à Paris. C'était une affaire qui s'est rétablie après puis qui a refermé à nouveau là, les Anglais. Ouais. Mais ceux qui étaient en face des Galeries Lafayette, là. Comment ça s'appelle? Je ne sais plus. C'est la vieillesse, j'ai oublié les noms. Oui, je vois. Là, ils viennent de rouvrir un magasin en France. Oui, Marks & Spencer. Voilà. Et ils sont en train de refermer à nouveau. Oui. Je rentre, je sors, je vois à court terme, etc. Mais l'inspectrice du travail avait fait un constat de carence qui a été bien utile. On a refait toute la procédure et les reclassements se sont relativement bien passés, je crois. D'accord, et alors dans les plus petites préfectures, enfin dans les plus petites départements, il n'y a pas le préfet, l'élu politique, ils n'interviennent pas trop. Ou alors c'est peut-être l'inspection qui est tellement mollasse qu'il n'y a pas besoin d'intervenir. Si vous voulez, un préfet, il est sensible à l'ordre public. L'ordre public qui n'est pas social dans ce cas-là. Quand il y a par exemple des entreprises qui font des grosses manifestations dans la préfecture, je me souviens à Avignon d'une entreprise qui fabriquait des couches qui était en train de fermer. Le délégué du personnel avait répandu les couches devant la préfecture, etc. Le préfet vous demande ce qui se passe. Hein. D'accord, mais ça c'est pas forcément des pressions, ça. Les pressions, c'est vous mettez un procès verbal à je ne sais quelle entreprise et ça commence à avoir de la friture. Le gérant n'est pas content, le directeur de l'entreprise n'est pas content, fait intervenir, enfin c'est souvent... Ouais.
Non, honnêtement, j'ai jamais, je me souviens pas de préfet qui soit intervenu sur des PV. Ou le MEDEF local, non? Ah, le MEDEF, c'est autre chose. Le MEDEF, parfois, ils défendent leurs responsables. Mais non, je me souviens d'une affaire. Il y avait un conseiller prud'homal dont l'inspecteur du travail avait refusé le licenciement. Et le directeur adjoint a fait l'enquête de recours, concluait sans prendre vraiment parti. Et c'est arrivé au ministère et le ministère a autorisé le licenciement. C'était la première fois qu'un conseiller prud'homal était licencié en France. J'ai été occupé, la direction du travail a été occupée. Et les représentants du syndicat qui étaient là exigeaient d'avoir une réunion avec le patron, de rediscuter du licenciement de ces délégués. En plus, il y avait à ce moment-là une inondation autour d'Avignon, de l'eau autour des remparts. Et bon, les renseignements généraux sont venus. Ils m'informaient un peu de la situation. C'était plutôt bien d'ailleurs, parce qu'ils me disaient, bon, vous savez, ils se sont installés, là, ils ont des pizzas, bon, puis ils risquent de rester longtemps. Hein. Puis, vraiment, ils en veulent. Ils en veulent. Bon. Et puis, j'ai fini par réussir à avoir le patron au bout du fil. Et il a fini par accepter de faire une réunion avec les représentants du personnel. Enfin, il m'a dit, vous savez, ça m'étonnerait que je change de position. Donc il a promis une réunion, bon, j'ai été libéré. Voilà, bon, c'est ce genre de choses qui arrivent parfois. Bon. Mais les patrons ne m'ont pas séquestré, par contre. Ils ne sont pas séquestrés les inspecteurs du travail. En tant que directeur, parfois vous avez des gens qui peuvent venir se plaindre d'un inspecteur du travail qui est trop dur, qui est trop ceci, qui est trop cela. Bon. Est-ce qu'on peut appeler ça dépression? Oui, d'une certaine manière, ça peut être dépression, mais s'il voit que... Souvent l'inspecteur apprend fortuitement que le directeur départemental a reçu le patron. Voilà, c'est ça qui arrive souvent. Ça, il faut lui dire. Dans ces cas-là, il faut lui dire. Il ne faut pas faire les choses. Et alors quelquefois, en plus, il soupçonne l'inspecteur d'avoir fait encore de ne pas avoir été courtois. Bon. Donc, ça... Bon, ben, faut agir avec une certaine transparence, parce que si vous recevez les gens par derrière le dos de l'inspecteur, d'une part, vous perdrez votre crédibilité vis-à-vis des inspecteurs du travail, et puis c'est pas un très bon service à rendre à l'inspection du travail. Et vous pensez qu'il faut que l'inspecteur soit présent dans cette entrevue ou pas? Il faut mieux qu'il soit présent. Oui. Parce que c'est rarement ce qui se fait maintenant. Hein. Oui, non, mais il faut bien qu'il soit présent. Maintenant, si vous rencontrez un patron quelque part dans une réunion qui vous parle de tel ou tel inspecteur, vous écoutez. Bon, mais après, vous demandez à l'inspecteur, éventuellement, s'il y a un contentieux, qu'est-ce qui se passe. Mais bon, il faut mieux ne pas recevoir un employeur sans recevoir l'inspecteur. Maintenant, il peut y avoir aussi des cas où... comme par exemple à Paris, le directeur de l'opéra vous demande à être reçu, et puis qui veut être reçu tout seul, on ne peut pas non plus refuser. Et après, j'ai indiqué à l'inspecteur du travail ce qui s'était passé. Ça m'est arrivé de recevoir des patrons tout seul. Et ça, c'est une question d'opportunité à juger. Ça peut être contesté par les inspecteurs du travail dans certains cas, mais si vous travaillez de manière relativement claire, ils savent que vous n'êtes pas tordu, et à partir de ce moment-là, ils accepteront peut-être ce que vous avez fait. Puis s'ils n'acceptent pas, si vous... Non, mais... Oui, enfin, je vous donne l'exemple.
un collègue qui met un procès-verbal à la Croix-Rouge parce que les horaires journaliers sont explosés, les horaires hebdomadaires sont explosés, etc., etc. Donc évidemment tout de suite, alors il y a un article dans la presse pendant un week-end où il n'y avait pas grand-chose, donc ça bouillonne pas mal pendant tout le week-end sur la Croix-Rouge et sur les horaires. Et la Croix-Rouge demande une entrevue au ministre. Évidemment, le ministre les reçoit et on n'a jamais su ce qui s'était dit. Voilà. Alors c'était le ministre, hein, c'était pas le directeur départemental, mais le collègue n'a jamais su ce qui s'était dit, dans quel sens. Qu'est-ce qu'a dit le ministre? On ne sait pas. Alors la Croix-Rouge a certainement expliqué son cas comme étant évidemment quelque chose de particulier, etc. etc. Mais enfin, le collègue avait pris tout simplement les 3 derniers mois et il n'y avait pas eu de crise humanitaire dans les 6 derniers mois. Donc c'était. Les gens étaient quand même à 14 heures par jour, hein, alors qu'ils étaient aux 35 heures, ils n'étaient même pas au forfait. Donc 60 heures par semaine. Bon, il avait pris entre septembre et décembre. Et il n'y avait pas eu de crise humanitaire. Et évidemment, la Croix-Rouge avait expliqué qu'il y avait une crise, et qu'il fallait qu'ils répondent à la demande, il y avait des urgences et tout. Et puis il n'y avait pas eu de crise humanitaire pendant 3 mois, quoi. Donc le Rebsamen, il n'a jamais su, enfin il ne pouvait pas argumenter en face. Ouais. Voilà, mais il reçoit tout seul. Voilà, donc on peut imaginer que ça se passe aussi au niveau du directeur départemental. Par exemple, à Aulnay-sous-Bois, quand il y a eu la fermeture de Citroën, la direction de Citroën est venue voir le directeur départemental, et une semaine plus tard, sans lui dire qu'ils allaient licencier les 1400 personnes, et une semaine plus tard, ils ont licencié les 1400 personnes. C'était pour Peugeot. Et entre-temps, l'inspecteur du travail a informé le directeur. Alors, le directeur reçoit les gens, reçoit la direction, sans prévenir l'inspecteur du travail. Cette direction ne lui parle pas du projet de licenciement qui est bien avancé. Et 2 jours plus tard, l'inspecteur du travail s'adresse au directeur départemental pour lui dire, bah, vous savez, il y a un projet de licenciement de 1400 personnes. Donc le directeur départemental s'est retrouvé un peu con. Ah oui. La direction n'a pas été loyale, là. Bah, enfin, Peugeot, c'est le nez, hein, vous connaissez. Depuis 70. C'était quand? Ah bah c'était il y a 3 ans, 4 ans. Vous connaissez, c'est la même direction qu'avant, hein, que celle que vous avez connue avec Reverdy. Syndicat maison, etc. Toujours maintenant? Ah bah maintenant, ils sont plus sur Aulnay, hein. Ça y est, c'est fermé. Ah oui. Le site Aulnay est complètement fermé. C'est inimaginable. Il y a eu 3000 personnes dans l'entreprise et là, il était 1400. Les effectifs ont énormément fondu dans l'automobile. Hein. C'est vrai qu'il y a des... Ça a l'air de se repositionner un petit peu. Maintenant, ils ont l'air de réembaucher un peu quand même. J'ai entendu dire que chez Renault, on avait embauché. Ben, je pense qu'ils ont débauché et à certains endroits, ils réembauchent ailleurs. Voilà. C'est plutôt ça. Et puis, bon, on ne sait pas si c'est des CDD, des intérimaires, enfin bon, c'est toujours la même chose. Hein. Bien. Il y a combien de sections à Paris maintenant? Ah, ça ne se raisonne plus en section, c'est en agent de contrôle. Ah, oui. Parce qu'on n'est plus des sections, il y a des responsables d'unités de contrôle. C'est ça la réorganisation des services. Vous n'avez plus de territoire? Si, on a toujours des territoires, mais là, ils sont en train de vouloir changer, de ne plus nous mettre en territoire. Il y a des projets à Lille, enfin sur le Grand Nord, enfin au Nord, comment il dit, Hauts-de-France, où ils veulent ne plus avoir de section cadastrale. Et alors là, ça c'est encore une autre affaire, quoi. Alors il sera spécialisé? Alors il y aura beaucoup de spécialisés. Et puis,
je pense que les dossiers seront donnés par individu. C'est-à-dire que le responsable de l'unité de contrôle qui sera au-dessus distribuera les entreprises ou les dossiers. Ah bon. Alors ça, c'est une bataille syndicale au couteau qu'il y aura. Parce que s'il touche à la section qui fait que pour une zone géographique, c'est forcément le même inspecteur qui fait, s'il touche à ça, je pense que on n'est pas protégé par la conventionnalité là-dessus. Ouais. Par contre, là, quand Gérard Larcher a accru les effectifs et qu'il avait demandé en contrepartie qu'il y ait des plans, moi, j'ai pas trop compris pourquoi les organisations syndicales ont refusé ça. Parce qu'en fait, pour moi, la conception d'indépendance, ça ne veut pas dire qu'on n'organise pas l'action. Oui, mais si vous voulez, à partir du moment où ils nous disent vous avez 5 priorités nationales, plus 2-3 autres au niveau local, et vous consacrerez 50% de votre temps à ça, et vous serez jugé là-dessus. Il y avait quand même une certaine latitude pour déterminer les priorités au niveau des unités territoriales. Oui, mais maintenant non. Enfin, ça a évolué depuis. Hein, ça a évolué depuis et. Parce qu'en fait, il y avait l'amiante, il y avait le plomb, il y avait les institutions représentatives, il y avait un certain nombre de sujets qui étaient quand même des sujets de l'inspection. Oui, oui, non, mais c'est pas le problème. On conteste pas l'idée que c'est important. C'est l'idée que on va y consacrer 50% de son temps. C'est-à-dire que ça veut dire que, par exemple, on a tous les problèmes de délit d'entrave, de discrimination syndicale, de discrimination en raison du sexe, des problèmes de harcèlement, etc. C'est des choses qu'il faut ignorer, quoi. Il faut dire aux salariés, mais je ne vais pas traiter votre sujet parce que c'est pas prioritaire. Ou que ça va me prendre trop de temps et je vais mordre sur les 5%. Il reste les 50%. Ouais. Oui, mais enfin là, par hasard, là, entre guillemets par hasard, depuis septembre, j'ai eu 8 accidents du travail graves, là où je suis. Bon, ben, je prends le temps de faire ça. Et que ça rentre dans mes priorités ou pas. Oui, mais là, je pense qu'on ne peut pas vous en vouloir. Oui, non, mais j'ai fait une enquête dans une grande banque sur un service où il y avait des problèmes d'organisation du travail et de maltraitance, etc., etc. Ça m'a pris longtemps. Ça m'a pris 2 mois, 2 mois et demi. J'ai pas fait que ça à ce moment-là. Mais en fait, sur un temps de 5-6 mois, ça m'a pris du temps. Et je suis content d'avoir fait ça. Parce que je pense que ça correspondait à un truc important. Voilà. Et ben, mon administration ne me cherche pas trop de pouls là-dessus, mais je suis pas sûr qu'elle pourrait. C'est-à-dire m'interdire certaines actions qui me semblent particulièrement utiles, symboliques. C'est plus alors, pour vous donner un autre exemple, parce que c'est toujours dans la comptabilisation, parce qu'après c'est toujours, vous savez, c'est comptabilisé par l'outil informatique. Quand vous faites du contrôle d'une boîte comme Peugeot où il y a 1200 intérimaires, ça compte 1. Et vous contrôlez 3 intérimaires sur une petite boîte, ça compte 1. Donc évidemment, votre tendance, ça va être contrôlé. Enfin, si vous êtes sujet à satisfaire votre directeur, c'est d'aller faire la petite boîte, quoi. Mais ce qui est important, c'est d'aller s'occuper des 1200 intérimaires de chez Peugeot. Bah oui, c'est pas dans les priorités, les intérimaires chez Peugeot. Voilà, on a l'amiante, on a les chutes de hauteur, on a des institutions représentatives dans les petites entreprises, et je sais pas quoi d'autre. On a 5 grandes priorités nationales qui vont être conduites encore cette année. La durée du travail n'est pas dedans. Enfin,
pendant 4 ans, là, on a fait des référés sur le travail du dimanche à Paris, parce qu'il y a de plus en plus de magasins ouverts le dimanche toute la journée. Ce n'était pas une priorité chez nous. Notre directeur départemental ne nous a rien dit, a payé les huissiers et les machins sans rien dire. Il a fait son vote. De ce côté-là, il nous a laissé faire, mais ça n'a jamais été une priorité, le travail du dimanche. On est persuadé que le travail du dimanche, c'est une priorité. Est-ce que vous avez une possibilité de vous exprimer en tant qu'inspecteur du travail pour indiquer quelles devraient être pour vous les priorités? Non. Nous n'avons plus de réunion. Depuis qu'il y a la direction des entreprises, ça veut dire indirect. En plus, à Aubervilliers, nous n'avons plus aucune réunion de l'inspection du travail depuis maintenant 4-5 ans. Et à Paris, j'en ai pas vu beaucoup, hein. J'en ai pas vu. J'ai pas vu de réunion. Il y a des réunions faites par l'ancien service Armidoge que vous avez dû connaître, Ouais. qui viennent vous parler de la dernière loi Rebsamen, ou de la dernière loi Macron, ou de voilà. Ce sont des gens comme nous, des inspecteurs du travail, qui viennent nous mâcher le travail, ce qui est très bien. Hein. Voilà. Mais des réunions d'inspection avec la direction, il n'y a pas. C'est tellement tendu. C'est tellement tendu. Est-ce que les gens sont encore intéressés par leur métier? Ah ben, j'en suis à peu près persuadé, oui. Oui, je crois. Et moi, ce que j'ai quand même pas une constaté majorité, peut-être pas une majorité. quand je faisais les évaluations, ce que je constatais quand même, c'est quand on demandait aux gens de parler de leur boulot, en général, quand même, ils en parlaient bien, quoi, parce qu'ils aimaient bien parler de ce qu'ils faisaient. C'est le problème des inspecteurs qui ont besoin de parler, parce qu'ils ont besoin d'évacuer aussi. Parce que c'est toujours un travail seul. On prend nos décisions. On peut consulter qui on veut autour. La direction, la décision, c'est nous qui la prenons, hein, à titre individuel. Hein. Et on peut discuter, à ton avis, ton point de vue, avec 3, 4, 5 personnes autour, mais à la fin, c'est nous. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, quand vous avez été frustré de ne plus avoir le droit à la signature quand vous êtes arrivé à l'INT, bah oui, on a le pouvoir de signer, quoi. Et quand on va à la BGEFP, on n'a plus le droit on fait que les notes pour les autres, quoi. Oui, c'est un métier, de ce côté-là. Alors, il y a beaucoup de gens qui s'abstiennent de prendre des décisions aussi. Qui font semblant de ne pas voir là où sont les risques, qui font semblant qui sont dans la stratégie d'évitement, quoi. Pas très courageux, ça. Pas très courageux, c'est une mentalité, c'est une option politique, c'est plein de choses. C'est des gens qui ne sont pas convaincus de ce qu'ils font. Ça me semble évident. Vous, qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de l'ordre public? Qu'est-ce qui est de l'ordre public maintenant? Eh bien, écoutez, toute la durée du travail n'est plus dans l'ordre public social. La durée du travail, maintenant, c'est, il y a des principes. Le principe est, on négocie au niveau local. Et au niveau de l'entreprise, au niveau de l'établissement même. Il peut y avoir plusieurs accords contradictoires dans une entreprise si des signataires au niveau de l'établissement ont signé des choses différentes. Donc on éclate complètement le droit du travail en matière de durée du travail. Il y en a qui pourront être aux 35 heures, comme d'autres pourront être au forfait, comme d'autres pourront être aux 1607 heures. C'est complètement délocalisé. C'est comme si dans une ville, chaque rue avait un code du travail, un code de la route, quoi. Et les organisations syndicales signent des accords? Les organisations syndicales au niveau local sont souvent quand même très faibles en formation. Les nouvelles équipes, les nouvelles générations sont souvent faibles. Et de toute façon, il y a la possibilité de faire un référendum derrière, contre les organisations syndicales représentatives. Donc
Donc c'est une démocratie, entre guillemets, dans les entreprises qui est très, très dévaluée, très dévaluée. Donc voilà, on va à un éclatement complet en durée du travail, on va à un éclatement. Et l'intérêt, ça sera d'avoir un syndicat qui veut signer n'importe quoi. Et donc on va créer des syndicats. Les patrons vont créer des syndicats, c'est sûr, pour les avoir à la main. Et donc comme ces syndicats sont très très faibles, puisqu'ils ont peu de formation syndicale, qu'en même temps on va créer, on a élargi la délégation unique du personnel. Maintenant vous serez CE, DP, CHS dans les entreprises de moins de 300. Donc la majorité, très très grande, 95% des entreprises. Donc l'homme orchestre, il sera CE, DP, CHS. Il sera champion, hein, avec peu d'heures de délégation, beaucoup moins d'heures que ce qu'ils avaient quand ils étaient autonomes les uns des autres. Et donc ça va réduire la discussion et ça va permettre de faire passer, d'avaliser tous les projets. Parce que quand vous êtes spécialiste, je sais pas moi, de l'activité sociale et culturelle au CE, vous serez obligé quand même de vous tartiner CHS, qui est quelquefois un peu compliqué, CE et DP, et tout le CE, côté économique, etc. etc. Quel est l'homme d'orchestre qui sera capable de faire ça? S'il y a plusieurs délégués, ils ne peuvent pas se spécialiser. Non, c'est une élection unique. Avant, vous aviez CEDP, ça vous l'avez connu. Bon, donc c'était les mêmes qui sont et CE et DP. Et maintenant, ils ont rajouté CHS. Et avant, c'était dans les moins de 200 entreprises, là c'est les moins de 200 salariés, maintenant c'est dans les moins de 300. Donc vous allez être dans une réunion d'une après-midi, là, où vous allez faire CE, DP, CHS. Et le CHS, on peut encore inviter l'inspecteur du travail? Oui, on peut encore inviter. Oui. Oui, on est encore invité. Mais je ne sais pas à quel moment je ne sais pas s'il va faire le tapin dans le couloir en attendant qu'on arrive à la réunion CHS. Oui, parce que c'est pas au CE. Oui, c'est une évolution. Oui. C'est vrai que le CHS, c'est quand même quelque chose de très particulier. Il faut quand même des gens bien formés pour... Ben oui. Oui, chez nous et principalement les équipes syndicales, oui. Parce qu'une équipe qui ne tient pas la route, c'est catastrophique. Hein. Bon. Bon. Eh bien, écoutez, merci. J'espère que j'ai répondu à vos questions.